3, 2, 1. Here we go! Alors bonjour à toutes et tous, ou rebonjour à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de cette édition 2021 de Cyclo Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, pour un certain nombre d'entre nous et un certain nombre de nos intervenants et intervenantes qui s'expriment devant vous. Nous allons clôturer cette troisième journée après les deux premières consacrées à différentes conférences et tables rondes sur toutes les thématiques et les sujets d'intérêt pour les uns et les autres que vous pourrez retrouver en replay sur le site de Cyclo. Nous allons terminer avec la thématique de la coopération internationale dont nous avons déjà parlé en d'autres temps lors de cette édition 2021 et en particulier le rôle, la place des acteurs économiques qui sont des acteurs clés dans le cadre de cette coopération internationale dans l'eau et l'assainissement. Alors pour nous en parler, je vous présenterai dans un instant des représentants des structures PSO, SOCoopération, Soltena et France Water Team, qui ensemble vous proposent des témoignages concrets d'acteurs économiques impliqués sur des projets de coopération et de développement international pour mieux comprendre comment s'engager sur ces problématiques ainsi que la place et le rôle de ces acteurs économiques. Alors cette conférence mettra en lumière deux retours d'expérience en particulier d'entreprises engagées sur ce type de projet dont nous parlerons un peu plus tard. Mais dans un premier temps, les organisateurs vont intervenir successivement brièvement en introduction pour vous présenter leurs structures respectives et leurs partenariats. Merci à PSO et à SOCoopération de nous présenter ces actions d'accompagnement dans un premier temps lors de vos premières interventions. Merci à Magali Noguès, présente parmi nous et à mes côtés, qui est chargée de mission de SOCoopération. Et dans la foulée, je proposerai à Irvina Parel, qui est chargée de mission Toulouse Sud-Ouest PSO, de continuer cette séquence introductive avant de vous présenter d'autres participants. Je vais vous demander de prendre le micro, sinon on ne vous entendra pas. Merci beaucoup, Magali Noguès. Oui, il est allumé, allez-y. Bonjour, tout d'abord merci à Cyclo de nous avoir proposé PSO et SOCoopération d'animer ce volet international lors de ce salon. Pour nous, c'est une première. Alors SOCoopération, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale. Donc SOCoopération est une dimension régionale, mais il existe des réseaux régionaux multi-acteurs comme SOCoopération dans toutes les régions de France, sauf en Île-de-France et en Corse et dans quelques dom-toms. Donc nous sommes 12 au total, ce qui fait déjà un bon maillage territorial. Et nos missions particulières, c'est d'identifier tous les acteurs de la coopération et la solidarité internationale, que ce soit des collectivités territoriales, des associations, des ONG, des universités, des instituts de formation et enfin des entreprises. Pour ce faire, nous travaillons avec de nombreux réseaux comme Soltena, le pôle Dream, etc. Parce que la mise en réseau de tous ces acteurs est une autre de nos missions principales. Enfin, une des dernières missions, c'est l'accompagnement et la formation de tous ces acteurs pour toujours avec l'objectif du renforcement des capacités de tous ces acteurs pour de meilleurs projets de coopération et de solidarité internationale à l'international. Merci beaucoup pour ces précisions, Magali Noguès. Donc, comme indiqué précédemment, c'est Irvina Parel qui va se charger de la présentation de PSO, dont vous êtes vous-même chargé de mission pour Toulouse Sud-Ouest. On vous entend, Irvina, vous êtes en visio, à distance, mais on devrait vous entendre. Oui, vous m'entendez ? Parfait, et on vous voit. Vous êtes à l'écran également. Bonjour, merci. Donc, je suis Irvina Parel. Je travaille au programme Solidarité Eau, donc un peu à l'image de SOCoopération qui est un réseau régional. Nous sommes un réseau national à portée internationale spécialisé pour l'accès à l'eau et l'assainissement dans l'accompagnement des porteurs de projets qui sont dans la coopération et la solidarité internationale. Alors notre travail avec SOCoopération en Nouvelle-Aquitaine, il est articulé autour d'un partenariat que nous avons avec l'Agence de l'eau à Dour-Garonne.
Et donc, en commun, nous avons des missions d'animation territoriale, donc des conférences. Nous avons également des formations que nous menons ensemble et des accompagnements de porteurs de projets, donc, qui vont être soit des collectivités, soit des ONG, soit des entreprises, ou alors des laboratoires de recherche et autres acteurs. Donc voilà, on a ce partenariat depuis 3 ans et donc voilà, ça continue cette année. Merci. Merci à vous, merci Irvina pour cette présentation. On va continuer avec les deux autres partenaires que sont Soltena et le Pôle Dream. Pour commencer, Clémentine Bessenener, qui est responsable marketing et développement international du Pôle Dream, pour là aussi 2 minutes de présentation pour poursuivre ce tour de table des acteurs. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci. Donc simplement, le pôle Dream est basé en région Centre-Val de Loire, à Orléans, aux côtés des pôles Hydreos en Grand Est et Aquavalais en Occitanie-PACA. Nous sommes les 3 membres fondateurs du pôle de compétitivité France Water Team, qui est de la filière de l'eau en France, et dont l'un des rôles principaux est d'accompagner nos acteurs de la filière à l'international. Depuis 1 an, nous sommes également en Centre-Val de Loire, partenaire de Centraider, qui est un réseau RMA également. Et donc, du coup, effectivement, nous sommes impliqués dans ce focus aujourd'hui pour cette raison. Et vous aurez également le témoignage de Fonto de Vivo, notre adhérent, tout à l'heure. Merci. Merci à vous, merci pour votre présence et pour votre soutien et votre participation à cette conférence. Et pour terminer ce tour de table, Ronan Barbier, responsable de l'antenne de Limoges, chef de projet eau de Soltena, va également se présenter. Bonjour à tous. Bonjour merci Ronan. de me donner la parole. Alors, Soltena, qu'est-ce que c'est? C'est un cluster, un réseau d'entreprises, une association qui est cofinancée par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a un rayonnement régional sur la région Nouvelle-Aquitaine, partenaire de Cyclo depuis le tout début. Soltena, c'est un réseau de 250 adhérents qui travaillent sur les thématiques environnementales, sur les transitions écologiques. On regroupe des éco-entreprises, des laboratoires, des organismes de formation, des collectivités. Notre premier rôle, c'est avant tout la mise en relation afin d'identifier, de se faire identifier la promotion de nos acteurs, de nos adhérents, dont EcoBird fait partie à travers Synthea, qui va intervenir juste après. On a aussi un rôle d'appui aux industriels, aux collectivités qui veulent s'inscrire dans une démarche environnementale de transition écologique, qui veulent améliorer leur performance, leur démarche, et aussi un appui à la région Nouvelle-Aquitaine dans tout ce qui est leur stratégie régionale, leur feuille de route, notamment la feuille de route Néoterra et le plan de relance suite à la crise qu'on a tous connue. Donc voilà, on a 3 antennes en région Nouvelle-Aquitaine, une à Limoges, dont je fais partie, une à Bordeaux, une à Poitiers, et on est une équipe de 11 personnes. Donc voilà. Merci beaucoup Ronan Barbier. Juste une petite précision pendant que vous avez la parole. Soltena, c'est juste pour notre gouverne, ça a une signification particulière, c'est un acronyme? Oui, tout à fait, je ne l'ai pas dit. Ça veut dire Solutions pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, alors nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre conférence consacrée à la coopération internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et notamment de la place des acteurs économiques en tant qu'acteurs clés dans cette coopération internationale. Et pour en savoir plus après les présentations des différentes structures que nous avons eu le plaisir d'entendre dans la première phase des présentations, je vais vous proposer de passer maintenant concrètement sur le terrain au témoignage d'entreprises pour nous donner un aperçu de ce qui motive les entreprises à s'engager, quelles sont les actions envisageables et réalisables, les financements mobilisables, les bonnes pratiques, les clés pour s'engager à l'international dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. C'est ce dont vont nous parler nos 2 interlocuteurs suivants. Anthony Caillot, qui est directeur et cofondateur de Fonto de Vivo, qui va nous parler d'un projet d'innovation pour l'accès à l'eau potable en situation de crise en Colombie. Et il sera suivi sans transition par la présentation de Fabien Clément, directeur général d'EcoBird, déjà cité par l'un de nos partenaires, qui nous présentera un projet de traitement des eaux usées à Missilia en Palestine. Voilà, merci messieurs pour votre présence. Fut-elle à distance. Merci pour vos présentations successives. Et pour commencer, celle de Monsieur Caillot.
Bien, bonjour à tous. Merci de me donner la parole dans le cadre de cette conférence. En effet, donc, je suis le directeur de Fonto de Vivo et je vais vous parler de notre FASEP Innovation Verte que l'on a en place depuis le début de l'année dans la région du Vichada en Colombie. Le FASEP, c'est un des outils de financement pour partir à l'international, hein, puisque ça finance les premiers pas à l'export, on va dire, mais sous forme de subventions ou d'avances remboursables qui peuvent aller jusqu'à 800 000 euros. Donc, c'est pas anodin. Et donc, c'est un fonds d'études et d'aide de la DG Trésor qui souvent était octroyé enfin, en tout cas, plus souvent octroyé aux grandes entreprises et qui, depuis peu, voilà, est aussi orienté vers des PME, voire des startups comme nous le sommes. Donc nous, Fonto de Vivo, ce qu'on va voir sur la slide d'après, c'est qu'on développe des solutions de purification d'eau familiale vraiment dédiées au secteur humanitaire, que ce soit pour l'urgence ou pour le développement. C'est des solutions qu'on a co-développées en partenariat avec les ONG, les plus grandes ONG d'urgence françaises comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, et qu'on continue en fait de mettre en relation avec les ONG au travers de l'association Coexiste aussi, qui participe un peu à tous les réseaux auxquels dont on a eu la présentation avant, et qui met en lien les ONG avec des entreprises du secteur privé pour continuer à collaborer dans le cadre de la coopération internationale. Donc nous, notre purificateur, c'est un système simple, hein, qui permet à n'importe quelle famille de purifier son eau en plongeant notre dispositif dans un récipient d'eau sale de surface. Vous pompez, vous filtrez, et ça enlève les virus et les bactéries au travers de l'ultrafiltration. Donc c'est un des maillons de la chaîne qui permet d'apporter de l'eau potable. On peut aussi avoir derrière des systèmes de chlorination ou de choses comme ça pour que les gens aient de manière durable accès à de l'eau. Donc ça rentre dans le cadre du FASEP Green Technology, Innovation Verte, parce que justement on a co-conçu ce produit de telle sorte qu'il soit le plus longtemps durable sur le terrain, réparable et recyclable. Donc notre projet FASEP, il va durer 1 an. Il a débuté au mois de février, donc ça devait débuter l'année dernière, mais avec le Covid, ça a été compliqué. Mais l'idée, c'est que ça sera une donation de 2430 purificateurs à 3 populations bénéficiaires, des agriculteurs, des familles et des écoles et des centres de santé, des familles indigènes. Et notre partenaire, en fait, pour cette coopération internationale, c'est obligatoirement, dans le cadre d'un FASEP, un bénéficiaire institutionnel. En l'occurrence, ici, la région du Vichada, qui, au travers de différentes mises en relation, a manifesté son intérêt pour être cofinanceur aussi, et une association indigène qui partage un bout du territoire et qui vit en autonomie sur le territoire, et qui, elle aussi, s'est associée à ce projet en cofinançant. Ça va durer 12 mois, c'est 4 phases d'études, de transfert de connaissances pour que les gens puissent s'approprier la technologie localement, puis une phase de distribution et enfin une phase d'analyse d'impact. Ce qui a été intéressant dans notre démarche, c'est de pouvoir bénéficier de l'appui du pôle DREAM sur la labellisation de ce projet pour pouvoir aller le présenter ensuite à la DG Trésor et au ministère de l'économie et qu'il soit validé d'abord en première instance, puis après dans le comité de sélection. C'est vraiment un premier pas, enfin un pilote pour nous, c'est vraiment important parce que on est jeune, on a été créé en 2017, on commence la commercialisation, on vend au travers des ONG nos dispositifs, mais là c'est la première fois qu'on travaille directement dans le cadre de la coopération internationale puisque cette donation rentre dans le cadre de l'appui de la France au soutien de la Colombie et au processus de paix. Et du coup, c'est un vrai, une vraie première pierre dans notre démarche d'internationalisation et de structuration de notre stratégie sur la zone andine. Alors, on a choisi cette zone parce qu'il y a un tropisme assez fréquent de la part des ONG sur l'Afrique. Et du coup, par des relations antérieures et par une première démarche en fait de prospection via France Water Team et Business France, on était allé en Colombie pour voir un peu comment ça se passait. Et il y avait tout de suite eu des bons échos et des bons retours de la part des institutions. Donc ça nous a permis d'engager tout ça et d'aller vers un FASEP. Sur la slide d'après, on va pouvoir voir que du coup, notre objectif à nous, il est de structurer une démarche à 2 étages. D'abord, d'avoir un appui institutionnel important. C'est-à-dire que dès le départ, grâce à ce FASEP, on a pu être mis en relation au travers des liens avec l'ambassade, avec les ministères de l'eau, de la santé colombienne, qui nous ont accueillis. Donc ça veut dire tout de suite les bons interlocuteurs, pouvoir travailler de la main à la main dans la définition
finale de l'articulation du projet sur les territoires pour être en lien avec la loi de la Colombie et les différentes réglementations. Et ce qui nous amène actuellement à être en train de rédiger un MOU de collaboration pour que les différents acteurs institutionnels nous forment à l'intégration de nos dispositifs dans le pays, aussi la mise en relation avec les agents douaniers. L'agence de coopération internationale colombienne de la présidence de la République nous a permis de ne pas bénéficier, enfin en tout cas d'avoir une exonération de frais de douane du fait de la donation. Et puis, dans le cadre de ce FASEP, on a été obligé de réunir un ensemble d'acteurs dans un comité de suivi qui est demandé par Bercy pour que la subvention qu'on reçoit, nous, puisse bénéficier à d'autres acteurs français. Et ça nous a permis, nous, très vite de nous réunir avec différentes tailles d'entreprises dans d'autres secteurs pour pouvoir déjà collaborer dans le cadre de ce FASEP, mais aussi réfléchir ensemble à la création d'un consortium français pour des solutions durables dans les zones rurales. Et puis, dès maintenant, en fait, nous, ça nous a permis de discuter avec Suez, ça nous a permis de discuter avec d'autres entreprises qui nous proposent déjà d'aller sur d'autres marchés à l'international. Donc, dire que cette démarche, en fait, elle est structurée, elle est structurante et elle nous permet déjà, en fait, de pouvoir réfléchir à d'autres perspectives. Voilà, donc je pense qu'on peut avoir un temps d'échange et de questions maintenant. Alors, si vous voulez, mais tout de suite après l'intervention de Monsieur Clément, si vous le voulez bien, pour Ça marche. pour avoir ensemble les deux présentations et éventuellement revenir vers vous si question il y a. Monsieur Clément, je vous citais tout à l'heure, vous êtes directeur général d'EcoBird et vous allez nous parler d'un projet de traitement des eaux usées en Palestine. Je vous laisse nous faire également votre présentation. Et compte tenu du temps qui vous est imparti, si vous le souhaitez, vous pourrez éventuellement préciser certains points sur lesquels vous auriez dû passer un peu rapidement. Je pense à M. Caillot notamment, qui a parfaitement respecté son temps d'intervention. Donc je vous laisse nous faire votre propre présentation, M. Clément. Très bien. Donc voilà, je représente donc la société EcoBird, qui est un bureau d'ingénierie spécialisé dans le traitement des eaux, donc eaux usées domestiques, eaux usées pluviales, eaux usées industrielles. Et donc on a choisi de vous présenter l'opération qui a été réalisée à Missilia, dans le nord de la Palestine. Donc c'est un projet qui a été réalisé sur la base d'un financement de l'AFD, donc à 100%. Et qui a été réalisé pour le compte de deux entités locales, donc la Palestinian Water Authority, qui correspond globalement à nos agences de l'eau, au système de nos agences de l'eau, et puis donc le syndicat qui exploite les stations d'épuration sur le secteur de Missilia, qui est le GWSSC. Donc on intervient régulièrement sur des projets, sur des opérations à l'international. Donc il y a un projet FASEP qui vient d'être présenté. On intervient également sur ce type d'opération à Madagascar. Là, le choix s'est porté sur Missilia parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé en termes de marché, de maturité de marché. Donc sur la Palestine, on est intervenu en direct sur un marché public qui a été publié à l'international par les services de l'AFD. Et l'idée, c'était de monter un consortium d'entreprises internationales. Rapidement, pour vous présenter le projet sur la partie technique, sur la slide suivante. Alors, ce n'est pas le propos, je ne vais pas m'étendre. Il y a eu une présentation juste avant nous sur la filière végétalisée, mais voilà. Absolument, mais ça tombe bien, c'était une bonne transition. Voilà. Je ne reviens pas dessus, mais voilà, l'idée pour les gens que ça peut intéresser, donc c'est une filière végétalisée plantée de roseaux en amont, qu'on voit sur la gauche de la photo. Et en contrebas du site, une lagune de désinfection qui permet de parfaire le traitement. Alors, je passe rapidement dessus et je reviens au sujet du jour sur la slide suivante. La coopération à l'international, en fait, pour l'accès à l'eau, c'est différentes façons d'envisager le business. C'est soit on arrive avec un business model tout prêt, on reproduit à l'infini le même schéma comme on a pu développer en France. On s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas une solution adaptée pour l'international et que, au contraire, il était beaucoup plus intéressant d'identifier les compétences locales et les entreprises locales, quels étaient leur savoir-faire, leur expérience de terrain, et puis de valoriser finalement tout ce savoir et toutes ces connaissances pour monter un groupement qui soit poli à plusieurs compétences.
Donc, en l'espèce sur Missilia, on a travaillé avec 2 entreprises. L'entreprise Brothers Company, qui est un grand terrassier de la région de Naplouse, le nord du pays. Et puis Arabia, qui est une entreprise basée sur la capitale Ramallah, qui est spécialisée sur les équipements d'électropompage, automatisme, etc., etc. Et dans cette opération, EcoBird apportait son savoir-faire sur la partie process et son retour d'expérience de terrain et de chantier, puisqu'on a à ce jour à peu près 2000 installations en service et un retour d'expérience cumulé de près de 25 ans. Sur l'opération de Missilia, comme je vous l'ai dit, c'était un appel d'offres. On a été mis en concurrence avec d'autres groupements internationaux sur un projet qui était conduit par également un groupement d'entreprises internationales, donc BRLI, qui est un grand maître d'œuvre français qui intervient à l'international, et CDG, qui était sa représentation locale. Sur la slide suivante, je vous présente rapidement le contexte, le calendrier. Hein. C'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs années. Donc en 2012, tout d'abord, un voyage d'études qui a été fait avec Business France pour repérer et identifier les entreprises partenaires potentielles, qui nous a permis d'être rapidement opérationnels en 2015. Hein, puisqu'une fois que l'appel d'offres est publié, les choses vont relativement vite. Donc si vous n'avez pas identifié des entreprises partenaires potentielles, en général, les délais sont beaucoup trop courts. Donc, on avait des entreprises, Brothers, Arabia, qui avaient été identifiées précédemment, ce qui a permis, en fait, en décembre 2015, de se positionner sur cet appel d'offres et d'être retenu assez rapidement, finalement, au printemps 2016. Donc, concrètement, le projet, c'est le lancement des études d'exécution, c'est rapidement d'aller sur place pour aller sélectionner les matériaux, donc que ce soit les matériaux de filtration, les végétaux, qui pourraient s'adapter à ce procédé. Et puis, rapidement, sur la slide suivante, s'il vous plaît, d'imaginer avec eux un nouveau système pour construire ces installations. En France, on est un bureau d'études interracier et on fait l'opération globale. Là, l'idée, c'était de se dire quelles sont les compétences locales, quels sont les usages locaux, parce que ça, c'est quelque chose d'important. S'adapter aux usages. Quand on a des opérations de cette ampleur dans un pays comme la Palestine, il est important d'associer toute l'économie locale. Mais quand je dis locale, c'est l'économie du village. Donc, toutes les entreprises de maçonnerie, les agriculteurs qui finalement viennent prendre part à l'opération. C'est également s'adapter aux méthodologies de construction des entreprises. C'est vrai que c'est un peu c'est compliqué, voire contre-productif d'essayer de reproduire des modes opératoires comme on peut les connaître de façon historique sur notre marché français historique. C'est aussi comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont les fournitures qui sont disponibles localement et qui vont permettre de produire finalement un système de traitement des eaux usées avec les ressources locales. Donc sur slide suivante, s'il vous plaît. Donc il y a un gros travail d'adaptation, d'investissement, sachant que cette phase de construction est relativement rapide au final, puisqu'elle va durer 2 ans. Ça représente globalement un demi-équivalent temps plein à un tiers d'équivalent temps plein selon les phases du projet. Et puis surtout une petite dizaine de missions sur place sur les 3 ans que vont durer le projet, donc 2 ans de réalisation et une bonne année de suivi. Donc pendant ce temps-là, c'est important de rester à l'écoute, de s'adapter et de jouer de beaucoup d'imagination, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues évidemment, et on a une façon d'appréhender et d'anticiper en fait les contraintes de chantier, d'appréhender les choses qui peut être vraiment très différente d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc c'est vrai que c'est important de garder toujours cette capacité d'imagination pour inventer de nouvelles façons de travailler, tout en restant focus sur les points durs de la techno. Donc ça demande beaucoup de déplacements sur place, beaucoup de contrôle. Donc le projet, je vous l'ai dit, s'est étalé de 2015 la réponse à l'appel d'offres à 2018 la mise en service et la livraison de l'équipement. Sur la slide suivante. Donc le projet ne s'arrête pas là, il est important de s'assurer que l'installation est mise en service, exploitée correctement. Il y a eu des précédents sur des régions très proches de Missilia, moins d'une vingtaine de kilomètres, des opérations italiennes qui avaient été réalisées, mais des stations d'épuration qui avaient été laissées complètement à l'abandon. Puisqu'on avait eu un bureau d'études qui avait produit des plans, fourni les plans à une entreprise et n'avait pas contrôlé ni les travaux ni l'exploitation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Quand on veut se développer sur un marché, développer un business model particulier, le faire sur une opération, c'est un petit peu dommage. Donc il y a vraiment l'idée de s'inscrire dans le long terme. Donc former cet exploitant, lui apporter notre expérience de terrain, mais aussi confronter avec sa propre expérience
vérifier le bon fonctionnement épuratoire, vérifier qu'ils ont bien maîtrisé le process. Et puis, il y a toute une phase d'accompagnement de la commune de Missilia pour savoir comment utiliser cet ouvrage, qu'est-ce qu'on peut envoyer, qu'est-ce qu'on ne peut pas envoyer en termes d'eau usée sur ce système-là. J'arrive à la dernière slide, l'avant-dernière, pardon, pour vous évoquer un point important, c'est qu'il faut former les collectivités, comme je l'évoquais, mais aussi former les institutionnels. Donc on a toute une structure économique, toute une structure technique, des universités très développées avec des techniciens, des ingénieurs qui rêvent de grandes stations d'épuration très high-tech, et au final on arrive avec une solution plutôt low-tech qui peut quelquefois freiner en fait les envies et l'investissement des gens. Donc il y a un grand travail de pédagogie à avoir et apporter des connaissances spécifiques aux filières végétalisées. Donc encore une fois, beaucoup d'écoute et beaucoup d'adaptation aux besoins locaux pour rester en fait en phase avec les besoins et s'assurer un développement futur de la filière. Donc il y a eu un petit travail de formation, d'explication et de pédagogie pour cette filière qui s'est très adaptée en fait au contexte rural, au contexte climatique, au contexte également financier, les moyens humains et matériels. Donc voilà, il y a vraiment un travail de long terme post-opération. Voilà, donc encore une fois, j'insiste, si on souhaite une opération profitable à tous et qui soit bénéfique et reproductible ensuite sur d'autres opérations, il est important d'investir beaucoup de temps et bien au-delà du projet de construction stricto sensu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Clément. Justement, j'avais une première question peut-être dans la foulée de votre dernière recommandation. Est-ce que ce suivi dans la durée, vous l'aviez déjà intégré dans votre prévisionnel ou est-ce que vous avez décidé de l'activer a posteriori? Comment vous l'avez abordé? Alors, dans ces marchés, des grands marchés publics d'assainissement, on a contractuellement une année de suivi rapproché, une année de garantie, donc où on est investi à la mise en service de l'installation. On regarde de près les performances épuratoires, les dérives en termes d'exploitation qui peuvent arriver. Donc ça, c'est le prérequis, mais on a vu que ça ne suffisait pas forcément. Marché. Exactement. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette année, vous avez encore besoin d'accompagner. Il faut imaginer qu'on a aussi beaucoup de turnover. Les gens changent. Donc, si vous vous arrêtez à la fin de cette année-là, c'est pas suffisant. Et si on intervient sur un marché comme la Palestine, c'est aussi dans l'idée d'aller répéter l'opération dans le futur, donc de développer des partenariats avec les entreprises et des liens forts avec les institutionnels. Donc, il y a effectivement du temps, de l'investissement commercial, si on veut revenir sur le pays et répliquer ces opérations productives. Quand vous parlez de répliquer, c'est effectivement, pourquoi pas, de dupliquer le modèle une fois éprouvé à l'identique ou éventuellement vous êtes en capacité évidemment de vous adapter à d'autres dimensions. C'est ça, on s'adapte à d'autres dimensions, puisqu'aujourd'hui on va de 5 à 5 000 équivalents habitants sans souci avec la techno, mais c'est aussi s'adapter à d'autres problématiques, des industriels. Ça peut être des plateformes de gestion des déchets, par exemple, qui vont générer des lixivia, les jus issus de la pluie sur des tas de déchets. Donc en fait, voilà, il y a des besoins énormes en termes d'assainissement. Et après, voilà, le business model reste le même. Et ensuite, la techno, soit on la maîtrise et on l'apporte, soit on est en capacité de monter des groupements de compétences avec des gens qui maîtrisent différentes thématiques. Merci, Monsieur Clément. Monsieur Caillot, je reviens vers vous. Certes, votre projet est beaucoup plus récent. Vous ne disposez pas forcément du même recul en Colombie. Mais comment est-ce que vous avez abordé cette question du suivi qui est en fait un facteur clé de succès, une condition de réussite récurrente dans les projets de coopération internationale? C'est un critère assez connu. Comment est-ce que vous l'avez intégré dans vos réflexions? Oui, ouais, en effet, de la même manière que Fabien, finalement, nous... on a été obligé d'intégrer dès le départ le suivi du projet et des distributions dans le cadre de notre projet FASEP. Ça a été un prérequis de la part du ministère aussi qui voulait appuyer le projet que s'il y avait cette composante. On développe dans le cadre du projet un outil logiciel qui va nous permettre d'assurer le suivi en présentiel puis après en distanciel et de pouvoir mettre à disposition cet outil de suivi des impacts et de la maintenance en fait, des différents purificateurs directement par les institutions locales. Mais c'est vrai que dès le départ, nous, on est aussi venu avec l'idée d'avoir un partenaire local. En fait, dès notre première visite, en amont de la préparation du FASEP, on a identifié un partenaire local qu'on a mis en interaction avec les différents interlocuteurs et ce qui a rassuré tout le monde, les ministères, les institutions régionales, les institutions locales. Et on l'a stabilisé et on est en train de stabiliser une équipe là-bas qu'on est en train de faire grossir. Et je crois que c'est aussi ça, en fait, le suivi et ce qui rassure nos partenaires et ce qui fait que le projet avance. Beaucoup de présence donc, de notre part depuis la France, mais aussi d'avoir des interlocuteurs locaux qui nous représentent et qui font face au projet de manière quotidienne. Ça, c'est
c'est une garantie pour le suivi du projet. Ouais. Merci, Monsieur Caillot. Alors, contrairement au projet palestinien d'EcoBird, où on l'a vu, la part consacrée aux travaux locaux, il y a une part prépondérante, et même en termes de coûts, qui revient finalement à des opérateurs locaux, et ça a été souhaité, et ça a été très bien expliqué par Monsieur Clément. Inversement, dans votre cas, sauf erreur, vous arrivez dans vos bagages avec un certain nombre d'équipements, voilà, donc vous amenez de la technologie qu'il va falloir aussi faire fonctionner, transmettre en termes de maintenance, de SAV, si je puis dire. Exactement, Voilà. ouais, c'est exactement ça. D'accord. Et donc ça, c'est une autre façon. C'est un projet effectivement très, très différent. Et donc ça apporte peut-être une vigilance, ça nécessite une vigilance supplémentaire peut-être. Oui, après, il y a deux niveaux, parce qu'en fait, en effet, nous, on a un produit qui doit s'appliquer de manière un peu universelle à tous les pays. Néanmoins, il y a toujours des besoins, pardonnez-moi le mot, mais de tropicalisation, en fait, en fonction des pays. Et c'est tout ce qui va être connexe, en fait, à l'utilisation du produit. Comme vous l'avez bien dit et mentionné, c'est vrai que tout le transfert de compétences ou le transfert de connaissances autour du système de filtration et de sa maintenance, le FASEB, qui est un pilote, est un peu un prototype aussi pour nous, pour voir de quelle manière on peut faire ça, avec quel type d'acteurs, comment on trouve des acteurs locaux qui ont déjà la confiance des populations, par exemple, qui sont des ONG locales, qui sont des représentants d'associations, de choses comme ça. Tout le travail consiste à faire ça, pour faire en sorte que notre techno soit approprié par les gens, quoi. Oui, merci pour ces recommandations importante pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans ce type de projet. Pour terminer, si vous avez d'autres interventions à faire ou d'autres suggestions à faire, n'hésitez pas à les ajouter à cette intervention. En réponse à ma dernière question, ce serait de vous demander à l'un et à l'autre, je vais commencer avec M. Caillot et puis M. Clément, je vais considérer que vous avez le privilège d'avoir encore un peu plus de recul et de vision par rapport à un projet plus ancien. Quel serait pour chacun d'entre vous le tiercé de vos recommandations à toute entreprise qui aurait des velléités de vous imiter? Voilà. Alors, je vous prends un petit peu au dépourvu probablement, mais c'est souvent quelque chose qui permet de fixer les idées. C'est-à-dire que si vous aviez 3 conseils parmi ceux que vous avez peut-être déjà donnés, et dans l'ordre des priorités, quels seraient-ils? Monsieur Caillot, pour commencer. Dans l'ordre des priorités, je ne sais pas, je vais essayer de donner mes trois idées comme ça. En tout cas, de choisir une zone sur laquelle, évidemment, il y a de la réplicabilité, sur laquelle, culturellement et comment dire, aussi en termes de langue, etc., parce que c'est un des sujets principaux, finalement, c'est de savoir communiquer et de s'entendre, on puisse effectivement avancer. Donc là, en l'occurrence, nous, le fait d'avoir une équipe qui soit hispanophone, ça a vraiment facilité les relations avec les différents partenaires locaux et ça leur a donné confiance. En deux, c'est selon moi, de ne pas mettre à part les institutions locales et ne pas essayer de faire remonter un projet depuis le terrain et depuis sa réalisation pour après essayer de le greffer au niveau national et faire en sorte qu'ils puissent avoir une réplicabilité, mais les intégrer dès le départ dans le processus presque de co-décision et de co-développement du projet pour qu'ils puissent avoir un œil, et ce qui les rassure et ce qui en fait facilite après les engagements futurs pour aller plus loin et plus fort. Et enfin, de la même manière, en fait, du côté français, finalement, de s'appuyer sur tous les réseaux dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que l'appui des pôles de compétitivité, du partage d'expérience avec les autres entreprises, etc. En effet, j'ai pas beaucoup de recul, mais le peu de fois où on a pu échanger grâce à ces réseaux avec d'autres entreprises, être mis en relation, chacun a un peu un bout d'expérience à l'international. Et finalement, c'est aussi tout ça qui fait que notre petite expérience actuelle, elle se renforce du fait du soutien. Et j'en discutais aussi avec Irvina avant en préparation de cette table ronde. Finalement, c'est des acteurs qu'on découvre et qui sont intéressants aussi pour nous pour aller plus loin. Et qui ont aussi leur propre savoir-faire pour vous accompagner, pour vous soutenir utilement. C'est ça, et qui ont entendu aussi des retours d'expérience et qui savent nous faire part des écueils à éviter et puis des choses qui vont nous emmener vers des success stories. Merci Anthony Caillot, merci pour votre présentation, bravo pour votre projet. Et pour terminer, Fabien Clément, même question pour ce qui concerne le tiercé des recommandations utiles à ce stade. Alors, je ne sais pas si je serai en capacité de sortir un tiercé, mais ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est vraiment être en capacité de remettre en cause ce qu'on a imaginé au début du projet, de s'adapter en permanence et de rester
un mot-clé que j'ai remis plusieurs fois dans le PowerPoint, mais c'est vraiment rester à l'écoute et se faire confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est embarqué dans cette aventure, jouer sur l'émulation que ça crée, les idées de chacun. Alors encore une fois, il y a des impératifs techniques sur lesquels on ne peut pas négocier, mais on les connaît en fait quand on arrive avec sa techno. Et ensuite, c'est de jouer la carte de l'émulation, de voir ce qui peut ressortir aussi de la réflexion autour de la solution à un problème. C'est vrai qu'on a une approche du temps qui est très différente. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais par contre, on arrive toujours à trouver une solution. Donc, toujours rester dans ce partage et dans cet échange. Et les peu de fois où on a coincé, c'est vrai qu'on a vraiment pu s'appuyer sur les services de l'AFD, notamment, qui avaient bien suivi le projet et qui a su nous aiguiller à chaque fois qu'il y a eu des petits soucis ou des points de blocage. Mais je reviens aussi sur la question de la communication. C'est vrai que c'est primordial. Alors en Palestine, c'était l'anglais, donc ça a été assez facile. Mais de s'assurer que l'autre ait bien compris. Il ne suffit pas d'échanger, qu'on se dise oui, pour être sûr que la problématique a été comprise, qu'elle est prise en charge. Voilà. Mais après, c'est des projets qui s'inscrivent dans le temps et voilà, il faut réadapter en fait la perception qu'on peut avoir du temps et de la bonne avancée d'un chantier. Donc la capacité d'adaptation nécessaire n'empêche pas la nécessité de vérifier régulièrement, de valider les étapes pour être sûr d'avoir été bien compris et de bien se faire comprendre et réciproquement. Exactement. Merci beaucoup Fabien Clément et bravo également pour votre projet. On vous souhaite encore plein de belles réussites comme celle-ci. Ça a l'air très bien parti. Je ne proposerai à personne en particulier un mot de la fin, mais si vous le permettez, je proposerai un privilège à Magali Noguès qui a bien voulu nous rejoindre ici dans notre studio bordelais, peut-être pour une dernière précision, si vous le souhaitez. Vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à votre propre action? Vous venez d'entendre que les acteurs eux-mêmes reconnaissent le soutien que vous pouvez apporter aux entreprises, donc nous n'en doutons pas, mais peut-être pouvez-vous rappeler en quoi vous êtes disponible vis-à-vis d'eux? Exactement. Je tenais à remercier une nouvelle fois les entreprises qui ont témoigné aujourd'hui. Et effectivement, je pense que la force de tous ces projets aujourd'hui, c'est justement la mise en réseau des différents types d'acteurs. C'est important à faire sur place, sur le lieu où se déroule le projet. C'est important aussi à faire en amont. Et c'est là où le PSO et tous les réseaux qu'on a cités tout à l'heure sont importants, dont les RRMA. C'est qu'aussi, vous pouvez rencontrer les acteurs ici, ces différents types d'acteurs. Vous pouvez déjà faire ce travail en amont ici, localement, rencontrer des acteurs qui agissent là-bas. Voilà. Merci beaucoup Magali Noguès pour votre présence encore une fois et pour ces derniers mots consacrés à ce sujet qui, j'espère, aura intéressé le plus grand nombre d'entre vous qui nous avez suivis en direct sur YouTube. Vous savez que vous pouvez retrouver ces interventions en replay à tout moment dans quelques temps sur le site de Cyclo. Et pour ma part, puisqu'il s'agit de la 11e et dernière conférence ou table ronde de cette édition 2021 de Cyclo Aquitaine, je vais céder la place dans un instant à Jean-Claude Lasserre, qui est président de Cyclo et qui va vous communiquer un mot de la fin ultime pour cette édition 2021, non sans avoir pour ma part remercier Cyclo pour sa confiance et toute l'équipe qui nous accompagne. Jean-Claude en dira peut-être un peu plus, mais c'est toute une équipe qui nous a permis et qui vous a permis de suivre cette édition Cyclo Nouvelle-Aquitaine 2021 avec une régie, des techniciens, beaucoup d'investissement de la part des uns et des autres. Un merci particulier à Émilie pour son aide et sa contribution dans la préparation de ma mission. Et puis j'espère avoir contribué pour ma part également à rendre agréable cette édition pour vous qui nous avez suivis. Merci à toutes et tous. Jean-Claude Lasserre, je vous invite à conclure pour le véritable mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Charles. Écoutez, un très très grand merci à vous pour cette animation de ce Cyclo Bordeaux exceptionnel, par son cru, par également l'investissement de tous les acteurs qui sont venus nous accompagner. Bon, le petit mot de la fin, il est très simple. Pour nous, c'est une très très belle expérience de travailler en équipe comme cela, avec des partenaires qui nous font confiance depuis 2017, avec également tout un panel d'institutionnels et surtout agences de l'eau à Dour-Garonne, mais également ça va de la région jusqu'aux petits syndicats, jusqu'à coopérations, jusqu'à PSO. On est très très fiers de pouvoir proposer ces moments d'échange, même si nous voulions le faire en présentiel. Compte tenu de tout ça, je
Je remercierai également l'équipe Cyclo, en particulier Émilie, mais également Juliette, Patrice. Vraiment, merci d'être aux côtés de l'association et à mes côtés pour pouvoir maturer, faire évoluer, faire grandir à côté de tous ces acteurs ce merveilleux rêve qu'est Cyclo. Ça, c'est super gentil. Pour terminer, un gros merci à nos partenaires techniques, Lumensbox, excusez-moi, puni, ça sera un apéritif. Et vraiment un grand merci de nous accompagner tout au long de notre, je dirais, pérégrination à travers la France, à travers les bassins, pour ces moments de partage, ces moments d'échange et ces moments de concrétisation même de business. Voilà. Rendez-vous maintenant, je pense, dans la même configuration les 30 juin et 1er juillet à Strasbourg, au PMC. Je pense qu'il serait pas malin de notre part de vous présenter une édition en présentiel encore à cette période. En revanche, on compte sur vous, même format. Les capsules innovantes ont été un réel succès, en tout cas de la part des entreprises. On a déjà eu des excellents retours par rapport à cette novation pilotée par Juliette et Patrice. Merci beaucoup encore. Et puis, dernier rendez-vous. Aix-Marseille, 1er et 2 décembre. Cette fois-ci, ça sera en présentiel. Et là, nous terminerons l'année, je pense, en beauté, avec tous les acteurs institutionnels qui nous ont rejoints au comité de pilotage, et également un petit coucou à Mathieu Weiss, qui nous accompagne dans cette aventure. Écoutez, un très grand merci. Bravo pour votre écoute, bravo pour votre fidélité, pour ce moment de partage, et à très bientôt.